Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ces webinaires organisés par Finance Innovation sur la thématique d'alignement à l'accord de Paris. Donc, je me présente, je suis Ambra Moschini, donc Senior Manager au sein du cabinet Elancy, et j'animerai aujourd'hui l'échange entre les participants du panel de discussion. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier donc, Finance Innovation pour m'avoir proposé d'animer cet échange et tout simplement pour avoir organisé cet événement sur une thématique d'actualité qui représente un vrai challenge pour les établissements. Donc, à la fois ceux tenus à publier les rapports article 29 de l'ONU-Climat pour juin 2023, mais aussi pour tous les acteurs ayant adhéré à des initiatives volontaires d'engagement net zéro. Donc, avant de commencer, je tenais à vous préciser que l'enregistrement de ces webinaires sera disponible ensuite sur YouTube, donc sur les comptes de Finance Innovation, et que pour toute question, donc vous aurez il y a une section questions auxquelles nous répondrons à la fin du webinaire. Donc, nous avons prévu une dizaine de minutes, 15 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, les panels de discussion est très hétérogène et comme vous verrez bien, en fait, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir avec des acteurs bien connus, donc de la place, pour leurs solutions et pour leur engagement, donc sur les thématiques environnementales et climat. Donc, Sabrine Ayuda, donc responsable recherche ESG et réglementaire chez Wifin, Manuel Coellier, donc expert climat et environnement chez Mirova, Vincent Simon, responsable commercial et compte chez Iceberg Data Lab, et Zoé Bider, responsable produit chez Greenscope, et avec elle aussi Jean-Emmanuel, qui est cofondateur de Greenscope. Donc moi-même, je me suis déjà présentée, donc pas besoin d'en parler, on va aller plus. Donc pour resituer les contextes, donc l'accord de Paris est un traité international, donc juridiquement contraignant sur le changement climatique. Il a été adopté donc par 196 parties lors de la COP 21 à Paris, donc le 12 décembre 2015, est entré en vigueur donc le 4 novembre 2016, et l'Union européenne s'est engagée de respecter les objectifs de l'accord de Paris. Donc, les principales que vous connaissez peut-être tous, celui de limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur aux 2 degrés Celsius, donc des préférences par rapport au niveau pro-industriel. Donc, comme vous voyez en fait à l'écran, c'est un process itératif, hein, donc la décarbonisation donc, et les accords net zéro doit être rejoint donc, avec différentes étapes. Donc, qu'on définira plus dans les détails dans les cadres de la présentation, mais l'objectif donc à retenir pour les parties prenantes, c'est d'être neutre en carbone d'ici 2050. Donc, nous pouvons commencer avec notre première question. Donc, nous entendons souvent parler des stratégies d'alignement donc, à l'accord de Paris. Nous venons d'en parler un tout petit peu en introduction, mais c'est utile de clarifier qu'il existe plusieurs scénarios d'alignement et que différentes stratégies peuvent être mises en place pour atteindre un même scénario. Voilà. Dans la définition d'une stratégie d'alignement, l'établissement peut notamment choisir les méthodologies d'évaluation des trajectoires, donc les métriques, et l'approche en cas d'absence de données. Donc, surtout, comme vous savez très bien, pour le scope 3, qui est difficile à mesurer. Donc, sans compter que souvent, un établissement doit s'assurer de la cohérence de sa propre trajectoire par rapport aux objectifs du groupe auquel il fait partie. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour définir là où les stratégies d'alignement plus adaptées à son activité et comment choisir les scénarios en fait, à retenir. Donc, les scénarios d'alignement, tout simplement de commencer. Et pour cette première question, je donne pour commencer la parole à Manuel de Mirova. Merci Ambra. Alors... Ah oui, c'est ça, je prends le contrôle sur les slides. Oui, tu peux. Ok, merci. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Manuel Coessier de Mirova, donc je m'occupe des questions climat et environnement dans l'équipe de recherche chez Mirova depuis quelques années maintenant. Et j'ai la lourde tâche de vous expliquer un peu en quelques minutes l'approche de Mirova sur la question climat et comment on traite la question de l'alignement avec un scénario net zéro. Et peut-être soulever des questions, au moins je pense qu'en quelques minutes, c'est déjà un bon objectif de soulever les bonnes questions, pas forcément d'apporter toutes les réponses. Alors, en préambule, peut-être un point important, c'est de redéfinir
ce qu'est le concept de neutralité carbone. Ça peut sembler un peu, peut-être trivial pour certaines ou certains, mais c'est assez structurant dans la manière dont on répond à la question de l'alignement et dans la manière dont on essaie ensuite de construire des portefeuilles d'investissement alignés avec un scénario climatique. La neutralité carbone, là, le graphe que vous avez sous les yeux, l'image que vous avez sous les yeux, elle a été produite par une initiative qui s'appelle la Net Zero Initiative et qui permet de définir, d'illustrer ce qu'est la neutralité carbone et comment les entreprises peuvent y contribuer. Et en fait, je pense que ce qu'il est important de garder en tête, c'est que la neutralité carbone, c'est un concept qui n'existe concrètement, physiquement qu'à l'échelle planétaire et qu'on ne peut pas appliquer à l'échelle d'un produit ou d'une organisation. C'est d'ailleurs ce qui a été rappelé par l'ADEME cette année dans les règles sur la communication sur la neutralité carbone. On peut pas dire d'un produit ou d'un investissement qu'il est neutre en carbone. En revanche, on peut se poser la question de la contribution à l'objectif global de neutralité carbone d'un produit, d'un investissement, d'une personne ou d'une activité. Et donc la neutralité carbone à l'échelle globale, c'est quelque chose d'assez simple, qui a d'ailleurs été repris dans un cache investigation récemment, si vous l'avez vu, qui peut être illustré de manière assez simple par la métaphore de la baignoire. Et donc, vous avez un flux d'émissions qui sont émises dans l'atmosphère et un flux sortant qui correspond à ce que la Terre est capable de capter. Et c'est l'équilibre entre ces deux flux qui permet d'atteindre la neutralité carbone. Aujourd'hui, les deux flux ne sont pas du tout équivalents. Le flux d'émissions induites est largement supérieur à la capacité de captation naturelle de la Terre. Et une fois qu'on a dit ça, on peut se poser la question de la contribution des entreprises à cet objectif de rééquilibrage des flux, disons. Donc on peut jouer soit sur le flux des émissions entrantes, entre guillemets, pour les réduire. Et à ce titre-là, on peut les réduire sur son périmètre direct, ce qui constitue ce qu'on appelle ici le pilier A. Ou alors on peut aider les autres ou contribuer à la réduction des émissions d'autres entreprises. Là, on parle d'entreprises, ce qui constitue ici le pilier B, par exemple, en produisant des pales d'éoliennes. On n'a pas forcément une action directe sur ses propres émissions, mais on permet au secteur de l'électricité de se décarboner. Et enfin, on peut jouer sur la deuxième partie de l'équation, qui est celle des puits, pour augmenter les capacités de stockage, mais ce n'est pas vraiment une question qu'on va se poser, du moins dans le cadre de l'investissement dans des actifs cotés. Donc c'est quelque chose qui pourrait voir le jour par ailleurs, mais on va plutôt se poser la question de la capacité des entreprises à réduire leurs émissions et à contribuer aux réductions des émissions des autres. Alors un graphique que j'aime bien et sur lequel je vais passer assez vite, mais je pense qu'il est assez important à avoir en tête et qui traduit un peu l'urgence nécessaire de l'action sur le changement climatique. Plus on attend, plus la difficulté est exponentielle, augmente de manière exponentielle. Alors, j'ai des slides qui bougent. Si je peux garder la main, merci. Et plus la difficulté augmente de manière exponentielle, et donc là, vous avez simplement l'atteinte d'un scénario 1,5 degré de réchauffement d'ici à la fin du siècle, et les émissions qui sont associées à ces scénarios dans deux situations différentes. La première, si on commence les efforts en 2000, et la seconde situation, si on commence les efforts en 2020. Évidemment, les efforts à fournir sont beaucoup plus importants si on commence les efforts en 2020. Malheureusement, on est en 2023 et la logique continue de s'appliquer. Donc, si on attend 2030, cette courbe-là n'existera probablement plus, en tout cas plus pour un scénario 1,5 degré. Alors maintenant, lorsqu'on se pose la question d'une stratégie d'investissement compatible avec un scénario net zéro, ou alors aligné avec un scénario net zéro, ou alors plutôt qui contribue correctement à l'atteinte d'un scénario global de neutralité carbone, ce qui est une formulation avec laquelle on est plus à l'aise. Voilà les quelques piliers qui sont, à notre sens, indispensables pour une telle stratégie. Le premier objectif indispensable,
le prérequis indispensable, c'est de comprendre les impacts climatiques des actifs sous-jacents et donc d'être en mesure de mesurer. Alors, j'ai des slides qui bougent. Je suis désolé, je ne sais pas si quelqu'un a la main, mais je ne vois plus les Ouais, moi, je slides. n'ai pas forcément la main, donc voilà, juste essayer de. Voilà, merci. Ouais. Je pense que Et donc là, le premier pilier, c'est de mesurer et de comprendre la performance climat des actifs sous-jacents. Et pour ça, il y a des grands principes qui sont indispensables. Le premier, c'est d'avoir une approche en cycle de vie, donc c'est de ne pas considérer uniquement l'impact direct des entreprises, et aussi considérer l'impact en amont et en aval de leurs activités. Autrement dit, quand il s'agit de climat, prendre en compte le scope 3. Une fois qu'on a fait ça, comprendre l'impact positif, pas uniquement l'impact négatif des entreprises. Ça peut se traduire par des émissions qu'on appelle évitées, donc émissions induites au sens de l'empreinte carbone traditionnelle et émissions évitées au sens de ce que les entreprises peuvent permettre en termes d'évitement, soit dans leur périmètre direct, soit dans leur périmètre indirect chez d'autres entreprises. Une fois qu'on a compris qu'on est en mesure de calculer ces impacts positifs et négatifs, il y a 2 choses à faire principalement. C'est d'une part, en premier lieu, limiter l'impact, l'exposition du moins aux impacts négatifs et donc faire baisser typiquement, l'exposition aux émissions induites, d'un portefeuille ou alors l'exposition, disons, on peut faire l'analogie, l'exposition au risque, de transition dans le portefeuille. Et en contrepartie, ce qui est très important, c'est de faire augmenter l'exposition aux apporteurs de solutions. C'est-à-dire qu'on ne va pas se désinvestir simplement des entreprises les plus émettrices ou les plus exposées aux énergies fossiles, mais en contrepartie, il faut que cet investissement, que le portefeuille permette une réallocation des investissements vers les apporteurs de solutions et vers les acteurs de la transition énergétique. Et enfin, l'action à mener, elle n'est pas uniquement à mener sur le portefeuille, en lui-même. Et donc décarboner un portefeuille, par exemple, en désinvestissant des énergies fossiles en faveur des acteurs de la transition, ça permet potentiellement de réallouer le capital, mais il faut aussi, pousser les entreprises à s'inscrire sur une trajectoire, cohérente avec un scénario. Et là, l'engagement rentre en compte, donc l'engagement soit avec des entreprises qui sont directement détenues en portefeuille, soit à travers des initiatives collectives. Et là, il y en a beaucoup qui pourraient être cités, mais des initiatives collectives qui permettent de pousser les entreprises à prendre des engagements concrets pour s'inscrire sur une trajectoire. Alors, il y en a des initiatives au niveau financier. J'aimerais juste reprendre peut-être quelques chiffres, notamment qui sont communiqués par la Net Zero Asset Managers Initiative, dont on est signataire d'ailleurs, et dont beaucoup d'institutions sont signataires. Donc, c'est des initiatives qui sont en très forte croissance, qui affichent un nombre très important de signataires et d'actifs sous gestion associés. Donc les chiffres sont évidemment impressionnants. En revanche, on peut quand même se demander pour l'instant si les signatures ou les engagements sont suivis de faits. En tout cas, si on prend ces chiffres-là qui sont communiqués par le CDP, donc évidemment les méthodologies de mesure d'alignement sont discutables, remplies d'hypothèses, et cetera. Mais j'aurais tendance à être assez aligné avec le constat, en tout cas le résultat final ici de CDP qui dit que 0,2 des fonds seraient alignés avec un scénario net zéro. C'est probablement vrai, ça peut changer en fonction des méthodologies évidemment, mais disons que les signatures ne sont, pour l'instant pas suivies, de fait et on a pourtant des données qui sont disponibles. Donc là, mes chers collègues sur ce panel vont probablement en parler plus que moi. Des données qui sont disponibles pour répondre à ces besoins-là et on reprendra cette question aussi après. Mais aujourd'hui, il existe suffisamment de données pour répondre à la question de l'alignement ou en tout cas essayer d'aligner une stratégie d'investissement avec des objectifs climatiques. Enfin, quelques questions peut-être plus ouvertes, même si j'ai quelques éléments de réponse, mais qui permettent au moins de réfléchir à quelques questions. Alors, la première, une entreprise ou un actif peuvent-ils être net zéro? J'y ai répondu un peu au début. C'est plus simple de considérer que non
et ça amène plutôt à de mauvaises pratiques de considérer qu'on peut soi-même être net zéro ou sur un périmètre trop restreint. Trop restreint, ça pousse notamment à des pratiques de compensation qui peuvent être abusives. Est-ce que les engagements des entreprises peuvent-ils suffire? Autrement dit, est-ce qu'on peut construire un portefeuille aligné avec un scénario net zéro simplement en additionnant ou en agglomérant des entreprises qui ont elles-mêmes pris des engagements d'alignement avec un scénario net zéro? Probablement pas. En tout cas, la question se pose. On pourrait prendre l'exemple assez extrême d'une entreprise constituée uniquement d'entreprises du secteur pétrolier qui auraient pris des engagements. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'un tel portefeuille est lui-même aligné? Compliqué. Les crédits carbone et la compensation, on ne dit pas non au crédit carbone. En revanche, s'inscrire dans un triptyque qui a été repris quand même à plusieurs reprises sur éviter, réduire, compenser, même si c'est pas parfait, ça permet quand même d'avoir une logique, une chronologie en tête dans les priorités. Et la compensation ne peut pas être le premier levier d'une stratégie d'alignement avec un scénario. Et enfin, la question temporelle. Faut-il s'aligner aujourd'hui ou poursuivre une trajectoire qui nous amène à un point demain? C'est une question qui arrive souvent puisque la neutralité carbone, elle ne se définit qu'à un horizon lointain. En revanche, l'alignement avec un scénario de neutralité carbone, lui, peut se définir à aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pas pris trop de temps et je laisse la parole pour la suite. C'est parfait, merci. Pour Greenscope, du coup, Oui. c'est là pour Emmanuel et Zoé. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Manuel pour cette introduction. Zoé Bieder pour Greenscope. Donc tout d'abord, pour quelles raisons aligner son portefeuille? La première raison, ce serait pour s'inscrire dans l'accord de Paris des Nations Unies, pour être en conformité avec la loi énergie-climat article 29 et pour réduire son exposition aux risques climatiques. Aujourd'hui, de nombreuses méthodologies existent pour mesurer l'alignement d'un portefeuille. Donc des initiatives internationales ont posé des cadres pour pouvoir nourrir les réflexions des data providers, des cabinets de conseil ou des investisseurs qui mettent en place des méthodologies de calcul d'alignement d'un portefeuille à l'accord de Paris. Pour comprendre ces méthodologies, il faut donc repartir de la vision globale. Si on veut limiter donc le réchauffement climatique à 2 degrés, il faut donc respecter le budget carbone qui est donc de 1000 gigatonnes d'émissions de CO2 restants à horizon 2100. Donc ensuite, donc des experts scientifiques, par exemple les experts du GIEC, ont analysé les projections et les ont regroupées en trajectoires et en scénarios possibles en fonction du profil d'évolution des émissions. Donc tout d'abord, il faut choisir donc un scénario global de décarbonation de l'économie. Le scénario développé donc par le GIEC pour respecter 2 degrés est le scénario donc RCP 2.6. Il fixe donc une répartition des efforts d'émissions, des efforts de réduction des émissions de façon sectorielle. D'autres scénarios vont proposer donc des répartitions par zone géographique, par exemple. Je vous propose donc d'appliquer donc le scénario RCP 2.6 à l'une de vos participations pour calculer son alignement à la trajectoire donc de l'accord de Paris et donc à l'accord de Paris. Sur le graphe, nous avons positionné donc les scénarios qui correspondent donc au secteur de l'acier pour le scénario RCP 2.6, donc qui correspond à 2 degrés Celsius, ou pour le scénario RCP 4.6, donc qui correspond à un scénario donc où on atteint un réchauffement climatique de 3 degrés. Vous pouvez donc mesurer la performance climatique de votre participation et en fonction de sa performance climatique, vous pouvez donc lui faire correspondre ou bien le scénario RCP 2.6 ou bien le scénario RCP 4.6. À partir du moment où vous avez réussi à faire donc la comparaison et à associer un scénario
un scénario global, vous pouvez donc donner à votre participation une température implicite. Donc, par exemple, sur le graphe, si la société de production réduit son intensité de carbone à horizon 2020 à 2,1, alors elle correspond au scénario RCP 4.6 et donc elle a une température implicite de 3 degrés. Si elle réduit donc son intensité carbone à horizon 2020 à 2,05, alors elle correspond au scénario RCP 2.6 et donc sa température implicite est de 2 degrés. Une fois qu'on a la température implicite de toutes ces participations, on est capable de consolider toutes ces températures implicites et de donner une température implicite de son portefeuille. Merci beaucoup. Donc, Griscope, donc c'est déjà assez dense. Je passe la parole à Iceberg Data Lab pour aller encore plus de détails sur la méthodologie. Vincent. Bonjour Ambra, merci. Bonjour à tous. Et merci à Finance Innovation pour l'invitation d'Iceberg Data Lab. Je vais rapidement expliquer en fait comment IDL combine en fait plusieurs sources de références externes pour construire vraiment sa métrique d'alignement de degrés. La métrique d'alignement de degrés d'Iceberg Data Lab, c'est SB2A pour Scientific Based 2 Degrees Alignment. En fait, initialement, elle avait été développée par iCare & Consult, qui est aussi notre partenaire scientifique, et dorénavant, Iceberg Data Lab en est propriétaire les propriétaires de la méthodologie et de ses développements. Comme je le disais, on se base sur plusieurs références externes. Donc, tout d'abord, on commence par une approche de décarbonation qui est vraiment basée sur les données de l'Agence internationale de l'énergie. On va avoir plusieurs scénarios économiques pour l'économie mondiale avec des changements climatiques pour chaque secteur afin de limiter le réchauffement le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, au-dessus des niveaux pré-industriels. Donc ça, c'est vraiment les objectifs d'alignement de Paris. Ensuite, c'est ce qu'on peut voir ici, on a des targets, des cibles quantitatives. Donc là, en source externe, on utilise par exemple le SBTI. Donc certaines entreprises ont des targets SBTI. Donc les targets SBTI, ils utilisent vraiment le scénario de l'IEA pour déterminer la trajectoire en fait d'intensité carbone 2 degrés pour plusieurs secteurs. Donc c'est pas exhaustif, c'est surtout les secteurs les plus matériels. On utilise aussi notamment des méthodologies de scoring. Donc c'est pour ça aussi qu'on utilise énormément de données qu'on peut retrouver dans les rapports annuels ou les rapports RSE. Donc typiquement, on utilise les ratings ACT. Donc l'initiative ACT, notamment, elle va évaluer l'ambition et les capacités finalement des organisations à passer à une économie bas carbone. Donc c'est une méthodologie de notation. Et finalement, en s'appuyant sur l'expertise de l'IEA, du SBTI et de ACT, eh bien, Asberg, lui, il a développé son propre indicateur de température qui va combiner en fait l'alignement des entreprises avec leur trajectoire carbone. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, l'approche SB2A. Et donc, on va utiliser, on va combiner toutes ces approches et à travers cette approche SB2A, on va avoir une extrapolation historique de 2010 à aujourd'hui. À aujourd'hui, ça va vraiment être une approche qu'on appelle en bottom-up avec des analystes ici sectoriels dédiés qui vont vraiment regarder les informations qui ont été reportées, qui va choisir de les modéliser du coup pour le scope 3 ou si les données reportées ne semblent pas correctes. Et on va pouvoir aussi projeter des performances climatiques jusqu'en 2050 et on va actualiser ça chaque année et aussi en fonction donc du coup de la crédibilité. Si on a une target SBTI ou si on a un rating ACT, on va potentiellement ajouter un facteur d'alignement. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup, Vincent. Donc, donc pour cette première partie, donc je laisserai après la parole à Wissine, mais c'est assez intéressant. Donc, ce qu'Emirova nous a déjà raconté concernant une méthodologie plutôt propriétaire. Donc, vous voyez, en fait, il y a des méthodologies existantes, donc, comme celle de Iceberg Data Lab, donc Greenscope, plutôt aligné à des scénarios du GIEC, et Emirova qui a ses propres méthodologies. Du coup, maintenant, je laisse la parole à Sabrine pour Wissine, qui a fait un peu la vue sur tous les méthodologies entre guillemets disponibles. Donc, voilà, vas-y, Sabrine, pour la suite. Merci Ambra. Bonjour à toutes et à tous. Sabrine Awida, responsable de l'expertise et de la recherche ESG chez Wifin. Merci Finance Innovation et Ambra pour l'invitation. Je suis ravie de représenter Wifin à cette table ronde dédiée à l'alignement climat. Et comme tu l'as très bien dit, Ambra, nous avons une vue assez
360, on va dire, sur ce qui existe sur la place. Parce que chez Wifin, un rapide mot, ensuite on aura l'occasion de vous parler de notre produit. On est une fintech qui a comme objectif de démocratiser l'usage des critères ESG et de permettre aux investisseurs de se démarquer grâce à leur stratégie de durabilité plus ambitieuse. Et donc, à travers notre plateforme qui est dédiée à l'ESG, on a vraiment intégré les dernières exigences réglementaires et les bonnes pratiques de place. Et concernant la stratégie d'alignement sur l'accord de Paris, nous avons décortiqué les différentes méthodologies. On sait exactement ce qu'il faut faire, ne pas faire lorsqu'on souhaite utiliser la métrique pour différents use cases. Ça peut être faire du pilotage, du positif ou du négatif screening, pour faire du reporting dans le cadre de l'article 29 LEC. Et en ce moment, il est vrai que nos clients, et plus largement sur la place, sont plus focus sur les reporting SFDR, sur paramétrer leur score, calculer les PAI, et sur la métrique alignement climatique, les investisseurs sont en pleine découverte des modèles et ne sont pas encore sur la phase « je change les hypothèses, je veux faire du custom », mais on sait que demain, ça sera le cas. Et d'ailleurs, le régulateur pousse les acteurs dans cette voie-là, qui est de challenger les modèles externes et de se réapproprier les méthodologies, comme ce qui est aujourd'hui fait pour les scores ESG. Et comme vous avez pu le voir avec la présentation de mes collègues intervenants, il n'y a pas une seule façon de définir ou de calculer sa stratégie d'alignement climat, mais plusieurs. On a Mirova qui propose son modèle en interne, d'autres modèles externes sont proposés sur la place, comme celui développé aujourd'hui SB2A par Iceberg Data Lab et qui est aussi expliqué par Greenscope sur le modèle global. Et le message que je porte aujourd'hui, c'est lorsqu'on souhaite se lancer ou affiner sa stratégie climat, en tant qu'investisseur, on a différents choix à faire. Il est important d'avoir conscience des différences méthodologiques et des limites pour en faire un choix éclairé. Et surtout, si on voit qu'il y a un manque dans le modèle qu'on a, de pouvoir trouver des solutions, soit intégrer d'autres sources, soit de faire une analyse interne et de pouvoir en parler avec transparence dans les différents reportings. Donc, je vous ai résumé en 3, on va dire, étapes clés. Lorsqu'on est un investisseur, par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire. Sur la première partie, sur la définition d'un cadre méthodologique clair, on a eu un exemple, celui de Greenscope, qui se base sur notamment un scénario, le RCP 2.6, mais on peut avoir différents types de scénarios. On peut en prendre 1, 2, 3, plusieurs, en fonction de comment on veut projeter son portefeuille. On va aussi pouvoir utiliser différentes datas en input. Est-ce qu'on va prendre les émissions de GES, le mix technologique, faire un choix aussi sur la couverture, prendre le scope 3 avec toute la partie cycle de vie ou se concentrer sur les secteurs carbone-intensifs. Bref, beaucoup de données sont disponibles, qui sont, que ce soit fournies par un modèle externe ou on peut aussi les combiner. La deuxième étape, c'est, comme je l'ai dit, c'est de les disposer, de faire la partie méthode calculatoire et là, de pouvoir le représenter par un KPI, soit avec la KPI, le ITR, on veut le représenter par une augmentation de la température implicite, par un score, par une analyse qualitative et surtout de pouvoir remonter avec au niveau portefeuille, au niveau société de gestion, au niveau groupe. On va en parler juste après sur les méthodes d'agrégation. Et enfin, pouvoir définir ses propres objectifs quand on adhère à des initiatives, par exemple, ou encore lorsqu'on communique sur son article 29, on a des objectifs quantitatifs et on a besoin de s'outiller pour pouvoir les piloter et pour pouvoir aussi les reporter de manière claire en ayant bien connaissance qu'il faut une représentativité de son portefeuille par rapport à l'économie mondiale et d'avoir une utilisation qui est non biaisée. Alors, merci beaucoup à tous pour déjà votre intervention sur cette première partie, donc très intéressante, plutôt dans les stratégies, comment, donc quel scénario choisir, les méthodologies d'alignement, etc. Donc, dans cette deuxième partie, on souhaite plutôt parler de la partie donc, données, métriques et outils de pilotage.
On a déjà parlé donc, de la définition de la stratégie d'aliment qui ne peut pas se faire sans la prise en compte, par exemple, de la qualité, de la disponibilité de la donnée donc nécessaire au calcul des métriques retenues. L'enjeu des valorisations, donc Manuel en a parlé un tout petit peu au début du webinaire. Et en printemps, et aussi les respects, donc les pilotages du respect des trajectoires, donc de la durée, donc en termes de gouvernance, mais aussi d'outillage. Donc, on ne peut plus malheureusement utiliser les classiques fichiers Excel pour piloter ce type de trajectoire parce qu'il y a beaucoup de métriques, beaucoup de données. Donc, pour assurer un suivi exhaustif, on a besoin de s'outiller un petit peu mieux. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est surtout donc, quelle est l'approche qui a déjà été mise en place et en fait, qu'est-ce que vous voulez mettre, qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour assurer la prise en compte des données des qualités, donc des métriques robustes, parce que ça va ensemble, et quelles sont les caractéristiques incontournables donc un outil de suivi doit avoir pour permettre un pilotage donc, précis de la durée. Donc, par exemple, combien de scénarios devrait-il gérer, donc être capable de gérer, combien de simulations, voilà, donc en termes vraiment de structure et d'outillage. Donc je redonne la parole du coup à Sabrine, elle va parler un tout petit peu de la première partie, donc par rapport à la solution WIFIN. Tout à fait. Effectivement, chez WIFIN, on souhaite, à travers notre plateforme, répondre à 3 enjeux clés, alors qui ne sont pas spécifiques à l'alignement climat. On pourra aussi le faire sur la biodiversité, sur un score d'impact ESG. Le premier enjeu, c'est intégrer les bonnes solutions d'alignement climat. Donc, comme je l'ai dit tout haut, trouver le modèle qui correspond à son besoin et l'implémenter dans son process ESG. Et ça, on va utiliser, nous, notre expertise méthodologique et de la donnée pour aiguiller nos clients là-dessus. Le deuxième enjeu, c'est d'être en mesure de s'approprier et de contrôler les solutions qu'on va implémenter dans la plateforme, leur méthodologie, les données sous-jacentes, pour être en capacité de maîtriser l'usage. Et enfin, de pouvoir intégrer et articuler l'alignement climat sur une stratégie beaucoup plus globale, plus ambitieuse, parce qu'on va devoir articuler notamment d'autres, on va dire, engagements qu'on peut faire au-delà du climat. Donc, on a développé une plateforme SaaS qui s'appelle ESG Connect, qui centralise toutes les données de durabilité et qui donne aux investisseurs les armes technologiques pour gérer leurs process et d'automatiser notamment la production de reporting. On va décortiquer rapidement les trois modules. Mais pour vous dire qu'on est assez agnostique sur le type d'actifs sur notre plateforme. On traite à la fois des portefeuilles d'investissement sur des actions, des obligations, mais aussi sur de l'alternative comme le private equity ou l'immobilier. L'idée pour nous, c'est de pouvoir servir au maximum tous les types de gestion. On a donc construit ESG Connect avec 3 grands modules et à chaque fois, on a des fonctionnalités qui sont utiles pour répondre notamment aux enjeux que j'ai présentés. Le premier module, c'est d'intégrer la donnée dont on a besoin. Donc, la plateforme, elle est multisource. On est agnostique aux méthodologies qui proviennent, on l'a vu, de data providers, d'open data, SBTI, etc. L'idée, c'est de permettre aux investisseurs d'avoir tout au même endroit et de réaliser aussi le mapping nécessaire, parce que dès lors qu'on va agréger plusieurs sources, on peut avoir différents langages pour définir les émetteurs. Donc ça peut être très vite painful pour un analyste ESG de pouvoir s'y retrouver. Donc on le fait de manière automatique et on vous rassure aussi sur la qualité de la donnée avec des règles définies au préalable. Si on a 2 fournisseurs de données, si on veut calculer la variation relative entre 2 indicateurs, par exemple. Le deuxième module, ça va être vraiment la partie calculatoire. Et là, on a besoin de réaliser les calculs de KPI de score, par exemple d'alignement ou de température de son portefeuille. Ici, l'objectif, c'est de pouvoir implémenter sa méthodo ou récupérer une méthodo externe, de pouvoir la piloter, contrôler ses ratios. On va aussi retrouver ce que Manuel a indiqué, la nécessité de pouvoir engager les émetteurs et donc de suivre les engagements réalisés dans le cadre en tant qu'actionnaire, on va dire, engagé.
Je vais faire un focus dans un deuxième temps sur la partie mesure. On a deux fonctionnalités notamment qui sont très utiles et utilisées par nos clients dans le cadre de l'alignement climat. Un petit mot sur le troisième module, sur la partie reporting, notamment la nécessité d'avoir une production automatisée de la partie SFDR, article 29, d'historiser les données et de les exporter vers des outils internes de nos clients. Hop. Donc, un focus sur la partie mesure, on a la simulation des portefeuilles, très utile pour l'alignement climat, mais comme je l'ai dit aussi sur d'autres types de KPI qu'on peut avoir ESG ou autres, c'est d'avoir la possibilité de trouver la meilleure allocation, effectivement, en pouvant, là, si on veut avoir un portefeuille test, modifier le poids, ajuster, retirer les émetteurs pour toujours rester dans les ratios sur lesquels on s'est engagé au niveau de son fonds. Ça, c'est assez intéressant pour voir voilà, la contribution des entreprises par rapport à l'atteinte de sa trajectoire qu'on a définie. Et aussi, la deuxième fonctionnalité, de pouvoir aussi remonter les calculs, donc l'agrégation, avec plusieurs niveaux. Au niveau émetteur, on peut remonter aussi au niveau des fonds, au niveau de l'investisseur, si on est une société de gestion, une mutuelle, un assureur, et au niveau groupe, puisque ça va être ça le plus aussi important, c'est lorsqu'on doit communiquer sur sa stratégie globale, d'avoir une vue à différents niveaux et de voir comment on peut agir sur ces différents portefeuilles, sur les différentes lignes métiers. Voilà. Très intéressant, merci beaucoup Sabrine, comme d'habitude. Donc je laisse la parole ensuite à Greenscope, du coup, pour aller plus dans les détails de votre méthodologie et de votre outil. Excellent, merci Sabrine. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver du coup pour ce webinaire cet après-midi. Donc Greenscope, le one-stop shop ESG plateforme. Donc aujourd'hui, on a une plateforme qui permet de répondre de façon holistique à l'ensemble des besoins ESG que peuvent rencontrer d'une part vos participations, donc les entreprises, et d'autre part les investisseurs, et en particulier les fonds d'investissement. Notre objectif, c'est vraiment de venir innover aux côtés des entreprises et des institutions financières pour développer votre performance durable. Et on est aujourd'hui partenaire de BPI France, de l'Institut de la finance durable, des Échos Le Parisien. On est aussi partenaire de Human Technology Foundation. On vient déployer leur méthodologie. Et enfin, on a été primé l'an dernier comme étant le prix coup de cœur du jury du Change International FinTech for Tomorrow, qui du coup positionne les solutions ESG innovantes au niveau de la place européenne. Donc le One Stop Shop ESG Platform, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord 4 grandes fonctionnalités avant de rentrer plus en avant sur ce qu'on propose sur les aspects de climat. Et donc, 4 grandes fonctionnalités qui sont d'abord qu'on va collecter la donnée. Donc, collecter la donnée au travers de questionnaires, au travers d'imports de fichiers automatisés ou avec des connecteurs API. Donc, on va collecter la donnée, par exemple, entre un fonds d'investissement et ses participations de façon innovante. On vient aussi permettre à l'entreprise d'aller collecter la donnée en interne au sein de ses différents services. Ensuite, on vient venir analyser et consolider. Donc, on va venir consolider non seulement les questionnaires, mais tout type d'autres fichiers. Donc, par exemple, on va être capable de venir consolider des éléments d'estimation carbone, des éléments d'estimation biodiversité, avec en particulier Iceberg Data Lab qui est présent avec nous. On est capable aussi de venir intégrer d'autres types de fichiers, comme des fichiers sur des éléments sociaux, et de venir consolider toute cette donnée pour vous redonner un reporting très global, avec une visualisation du coup qui est assez avancée, et du benchmark pour vous benchmarker, par exemple, sur le benchmark sectoriel. Et enfin, vous permettre de reporter, donc de reporter bien sûr sur tout ce qui est reporting ESG, votre reporting réglementaire, par exemple, annuel pour les fonds d'investissement, tout ce qui est DPEF pour les entreprises, demain la SACRD, et aussi d'aller sur des reportings un peu plus réglementaires, donc comme la taxonomie, votre alignement taxonomie, votre green asset ratio, la LEC article 29, bien sûr, qui est du coup le cadre de notre échange, la SFDR, et enfin la CSRD qui arrive bientôt. Et enfin, l'objectif, c'est d'aller plus loin que le reporting, donc de pouvoir vous permettre ensuite d'agir, et on vous propose du coup des méthodologies, des plans d'action pour aller décliner votre stratégie
Si vous êtes une entreprise, allez décliner votre stratégie au sein du coup de vos différentes organisations. Et si vous êtes un fonds d'investissement, de venir déployer votre stratégie de façon très interactive avec vos participations. Voilà un petit peu pour le cadre global. Et donc, plus particulièrement sur les aspects du coup de climat, ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner dans la mise en place du coup de stratégies d'alignement de portefeuille, par exemple pour le private equity ou les VC. Et on va vous, du coup, d'abord vous conseiller dans le choix de votre méthodologie. On a vu qu'il y avait beaucoup de méthodologies différentes. Donc, on va échanger avec vous, comprendre votre projet, comprendre ce que vous souhaitez, comprendre la méthodologie qui vous sied le mieux, la décider avec vous. Ensuite, on va vous permettre d'aller récolter, du coup, l'ensemble des données qui vont, du coup, permettre d'affiner et de mesurer votre performance climatique, celle de vos participations et ensuite au niveau de vos portefeuilles, de façon consolidée. On va vous permettre de calculer votre alignement à l'accord de Paris. Et puis, on va vous permettre d'éditer des tableaux de bord et suivi interactif et personnalisé pour, du coup, modéliser vos trajectoires. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce qu'on vient proposer chez Greenscope. Et on sera ravis, du coup, d'échanger plus avant avec vous sur ces thématiques, si vous le souhaitez, par ailleurs. Je vais laisser la parole, du coup, je crois, à Iceberg. Merci Jean-Emmanuel et merci de souligner voilà, que les métriques et l'agilité que peut avoir Iceberg Data Lab permettent de travailler avec aussi bien vous, Greenscope, FinTech ESG, qu'avec les équipes de Manuel chez Mirova, notamment pour la biodiversité. Donc voilà, on a la capacité vraiment de couvrir différents besoins. Maintenant, je vais avancer sur la partie, la partie SB2A. En fait, c'est une métrique qui est en ligne avec le cadre réglementaire actuel. Ce qui est important, c'est que dans la partie alignement de degrés, c'est important de revenir sur une métrique d'intensité physique. On a également un modèle qui s'appelle WonderPulse qui dérive vraiment qui est vraiment une énorme amélioration du modèle input-output Exobase qui nous permet vraiment d'avoir une approche en analyse en cycle de vie. Donc aussi bien, on peut couvrir aussi bien le scope 1, le scope 2 que le scope 3. Je pense notamment au scope 3 downstream pour la partie vraiment manufactureur d'automobiles. Notre métrique SB2A elle permet aussi d'aller suivre des objectifs de long terme jusqu'à 2050. Et elle permet d'intégrer aussi des objectifs de réduction. Donc je parlais du SBTI de ACT. De ACT pour intégrer ça dans les objectifs, dans la métrique. Donc, ce qui est important, c'est que vraiment, on peut utiliser aussi bien des données modélisées et qu'on va remplacer par des données vraiment reportées. Et ça, c'est vraiment nos analyses, cette expertise sectorielle qu'on peut avoir, qui va faire qu'on va avoir une donnée beaucoup plus fine, beaucoup plus fiable que seulement une donnée modélisée. On utilise uniquement des données qui sont transparentes, comme je disais, mais aussi des données qui sont qu'on peut retrouver directement dans les rapports annuels ou dans les rapports RSE. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que c'est très important de pouvoir auditer tout ce qui a été utilisé et les communications qu'on pourrait avoir avec directement les corporates, chez nous, il n'y en a pas. On a voulu éviter toutes vraiment, on a mis une muraille de Chine vraiment entre les corporates et nous-mêmes pour éviter tout conflit d'intérêts. Donc ça, c'est important. Toutes les données sont transparentes. Nous, ce qui est intéressant, c'est que le SB2A couvre aussi bien finalement les actifs listés, les equity, ça va être les bonds qui ont pu être émis, mais on traite aussi des actifs non listés. C'est ce qu'on fait typiquement avec Greenscope. Des fonds de private equity, donc des participations, où on va pouvoir directement assesser ces participations, mais également des souverains. Donc voilà, on a une vue très large et qui permet d'agréger sur un portefeuille chez nos clients qui peuvent avoir des poches d'investissement très diversifiées, d'avoir une métrique qui reprend vraiment tout. On a également développé sur la partie positive impact les émissions évitées, les émissions réduites dorénavant. Si on va sur le slide suivant, je n'ai pas la vue sur les slides, slide 25. C'est ça que tu veux? Voilà, désolé, je n'ai pas la vue sur les slides chez moi. Donc, notre approche, je vais juste réexpliquer rapidement comment elle se décompose. Donc là, vous avez compris que nous, on va aller vraiment récupérer les données carbone, soit reportées, soit modélisées. Et on va associer finalement plusieurs expertises dans ces quatre étapes que je vais décrire.
On va associer plusieurs expertises. Donc, le modèle Wonderpool, c'est un modèle de flux physique, finalement, qui permet de quantifier les flux de matières premières et toutes les pressions associées. Donc, ça, c'est une approche top-down. Et on va rajouter, en approche bottom-up, ces données directement reportées par les entreprises sur le carbone. On a aussi une équipe recherche avec des experts dédiés climat et bien sûr, comme je le disais, des analystes dédiés par secteur qui, eux, vont être en capacité de voir vraiment la qualité du reporting et la qualité des métriques. Donc, premièrement, dans la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mesurer la performance pure de l'entreprise. On va décomposer ces activités. En fait, toutes ces activités se répartissent en plusieurs grands services rendus à la société. Ça, c'est vraiment important dans les métriques d'intensité physique. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle aussi le main services. On ne va pas regarder finalement, on va faire une conversion entre les volumes et vraiment les grands services rendus à la société. Donc, typiquement pour le transport, ce qu'on va regarder, c'est le kilomètre passager. C'est ce qui va être important dans la métrique. Et non pas seulement l'intensité financière, qui finalement, on arriverait à des entreprises comme Ferrari qui seraient potentiellement assez bien situées par rapport à des constructeurs généralistes si on regardait uniquement les intensités financières. Donc, le main services, c'est la clé ici en input. Pour chaque main services, ensuite, ça c'est l'étape 2, on va vraiment attribuer une trajectoire de référence. La trajectoire de référence qui va définir la trajectoire de décarbonation du main services, en fait, finalement du sous-secteur, et afin que l'entreprise elle doit suivre pour être alignée au scénario 2 degrés. On va avoir des trajectoires qui vont être différentes selon finalement les sous-secteurs et donc les main services. En étape 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les performances passées. On va extrapoler les performances passées où quand on les a, on a un historique déjà de 4 ans, mais on part de 2010 et on va les incorporer dans les données qu'on va fournir et on va regarder, du coup, on va les années jusqu'à 2050 à partir des tendances historiques, des objectifs aussi futurs visés par l'entreprise et c'est là où on prend en compte les notes ACT, ACT et les certifications SBTI. Et également, on va chaque année, évidemment, remettre à jour avec les nouvelles données qu'on a pu récolter ou modéliser les intensités carbone. Et donc, à la fin, ça va nous donner vraiment un budget carbone qui a été dépensé par l'entreprise par rapport à sa trajectoire de référence. Donc, ça, c'est l'étape 4. Et on va calculer ce qu'on appelle un overshoot ou un undershoot. Donc, si le budget carbone il est plus faible, ça signifie que l'entreprise elle est alignée sur les accords de Paris. À l'inverse, si elle se trouve au-dessus, on est non aligné aux accords de Paris, donc à l'alignement de degrés. Donc on voit que grâce à SB2A, à la fin, si on agrège toutes ces données au niveau d'un portefeuille, mais finalement, les institutions financières vont être en mesure d'avoir une mesure précise de l'impact de leur investissement sur le climat. Et donc, on leur donne tous les outils pour pouvoir couvrir tous les actifs de leur portefeuille. Et c'est ça aujourd'hui que les institutions financières vraiment vont chercher. Si on peut passer au dernier slide, ce qu'on a même rajouté, là où on va plus loin que les références du marché, sur le dernier slide, en fait, nous, aujourd'hui, toutes les trajectoires ne sont pas disponibles. On n'a qu'un certain nombre de trajectoires qui sont disponibles. C'était uniquement fait sur les secteurs les plus matériels. Ce qu'Iceberg Data Lab a fait, et c'est pour ça qu'on a une expertise en interne. On a aussi intérêt à continuer à développer et à améliorer la métrique SB2A, c'est qu'on a rajouté de nouveaux secteurs qui n'étaient pas pris en compte, qui étaient des low sectors. Donc, on a rajouté des trajectoires de référence qu'on a pu construire sur la base d'autres trajectoires ou sur la base de l'approche sur la chaîne de valeur. Donc voilà, tout ça à la fin, ça vous fait une métrique qui est facilement compréhensible, facilement intégrable dans un portefeuille. Et à travers notre plateforme aussi client, vous avez la possibilité vraiment d'aller simuler des trajectoires de votre portefeuille en jouant sur les allocations d'actifs, en jouant sur le stock picking. C'est la façon aujourd'hui dont nos clients utilisent la métrique SB2A chez nous. Voilà. Merci beaucoup à tous. Donc je vérifie si on a des questions dans les chats. Donc on avait juste une question à laquelle donc Manuel a déjà répondu. Donc c'était les traitements des obligations souveraines dans les différentes méthodologies qui ont été mentionnées.
Donc après, on verra avec Manuel pour les autres questions. Pour clôturer notre webinaire, je laisse la parole peut-être à Mirova pour les mots de la fin sur la deuxième partie, donc sur les métriques et la data. Et entre-temps, je collecte des questions pour passer à la session questions-réponses. Merci Ambra. Je vais terminer peut-être sur un ou deux points d'attention qui, je pense, sont vraiment centraux quand on essaie de répondre à la question de l'alignement. Et ils ont été présents en filigrane dans toute la présentation ou les présentations qui ont été faites. Ils différencient en fait la qualité des données. Je pense que la donnée, elle peut être différenciée de plusieurs manières. Une manière, la première, c'est dans sa construction. Soit elle est construite en ce qu'on appelle bottom-up, en utilisant des données physiques directes, des indicateurs d'activité des entreprises, soit la donnée, elle est construite en étant extrapolée sur la base de moyennes sectorielles, par exemple, avec des données qui sont déjà reportées par ailleurs par d'autres entreprises dans les mêmes secteurs. Et ça permet de manière simplifiée de séparer l'univers des fournisseurs de données en deux grandes catégories. Et quand on souhaite répondre à la question de l'alignement et réellement choisir les entreprises et orienter un portefeuille d'investissement dans la bonne direction, on ne peut pas faire l'économie d'une donnée qui est construite réellement sur la base des indicateurs physiques des entreprises. En tout cas, c'est notre conviction. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est la prise en compte des solutions dans les méthodes d'alignement. Alors, il y a plein de détails un peu techniques, d'hypothèses qui peuvent être discutées dans les mesures d'alignement. Là, on a la slide sur laquelle on reste, ça m'arrange bien parce qu'elle reprend aussi un peu cette question-là, à savoir celle des secteurs, et c'est ce que j'évoquais en introduction, des secteurs ou des entreprises qui peuvent permettre à d'autres entreprises ou d'autres secteurs de se décarboner elles-mêmes. C'est pas actuellement pris en compte dans la plupart des méthodes d'alignement. C'est-à-dire que si on a une approche en trajectoire de décarbonation, telles que SBTI par exemple ou TPI, qui sont d'excellentes initiatives qui permettent à des entreprises des secteurs les plus émissifs de se fixer des trajectoires cohérentes avec un scénario net zéro. Si on a une approche uniquement axée sur ces trajectoires-là, on va naturellement se concentrer sur les secteurs et les entreprises les plus émissives et on va rater toute une partie de la solution au problème qui se situe chez les aidants ou chez ce qu'on appelle en anglais les enablers, ceux qui permettent aux autres de se décarboner. Et donc, typiquement, quelqu'un qui fabrique de l'isolation pour les bâtiments, il n'aura pas de trajectoire SBTI. Ou alors, s'il a une trajectoire SBTI, elle n'aura aucun sens. Parce que SBTI va appliquer une trajectoire de décarbonation à un secteur industriel et va pas considérer le fait que l'isolation, elle va permettre à des bâtiments de consommer moins d'énergie et qu'elle sera donc indispensable à la transition énergétique. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui se concentrer uniquement sur des trajectoires de décarbonation et prendre des initiatives telles que SBTI ou TPI sans aller chercher les apporteurs de solutions et ceux qui permettent à ces secteurs-là de se décarboner. Et donc, pour avoir une stratégie cohérente globalement d'investissement avec un scénario net zéro, il faut aller au-delà d'une approche en trajectoire de décarbonation et ne pas se limiter, par exemple, à un objectif de décarbonation d'un portefeuille. Pour donner un exemple, on peut très bien construire un portefeuille qui, d'une année à l'autre, a une intensité carbone, au sens de la TCFD, qui augmente de 100% et qui, d'une année à l'autre, aurait beaucoup plus de sens pour la transition énergétique que précédemment. Ça, c'est très simple à construire. Et c'est aussi très simple de se laisser un peu berner par une métrique trop simpliste. Donc, le diable est dans les détails et l'avenir est dans les solutions. Voilà. Merci Manuel pour ces mots de la fin. Effectivement, les rôles des enablers un peu transversés dans les différentes obligations réglementaires et l'alignement
climat, donc notamment sur la taxonomie aussi, on a les rôles des enablers qu'il faut aussi qu'ils soient pris en compte. Donc, c'est vrai que c'est souvent des entreprises qui sont un peu oubliées dans les scénarios et il faut effectivement aussi les considérer. Et ce qui est aussi très important, ce qui est évoqué aujourd'hui, c'est que la simple exclusion n'est pas la solution. Donc, juste investir à un certain type d'entreprise et oublier les autres, ce n'est pas ce qui est attendu ni de la réglementation, ni des initiatives net zéro. Et c'est effectivement les mariages entre tous ces différents obligations qui doit être une sorte de rejoindre l'objectif final. Donc, on a une question, donc je me permets de la poser. Donc, après, je voulais me dire qui va y répondre. Donc, traitons différemment la cession d'une participation mal alignée et son accompagnement dans la transition. Je peux prendre celle-là si tu veux, Ambra. Bien sûr, Nous, la oui. façon dont on fonctionne, comme j'expliquais, on revient sur des main services, donc vraiment des services rendus à la société, et on va être très granulaire. En fait, d'une année sur l'autre, si les main services ont disparu, on ne va pas calculer la trajectoire. On va repartir sur la société comme si c'était une nouvelle société et on va extrapoler dans le passé parce qu'on estime que du coup, la transition n'a pas été réalisée ici. Et donc, on a dans notre système une façon de pouvoir comparer, enfin, calculer les trajectoires que si les main services existent d'une année sur l'autre, en fait. Donc, si l'activité existe d'une année sur l'autre, à partir du moment où elle disparaît, on repart sur une nouvelle analyse. D'accord, vous ne la considérez plus effectivement dans Exactement. Quelqu'un d'autre veut ajouter un mot? On passe à la question suivante. Donc, on a une autre question. Donc, comment faire face au changement de la crédibilité, donc au challenge, pardon, de la crédibilité de certaines trajectoires net zéro? Donc, c'est une question compliquée. Qui veut se lancer? Moi, je veux bien prendre en partie celle-là. Bien sûr. En ne faisant pas confiance uniquement aux trajectoires net zéro qui sont affichées par les entreprises, et donc en incluant dans l'analyse potentiellement une couche de vérification ou une partie qui vient confirmer les trajectoires qui peuvent être promises par les entreprises. Et donc concrètement, la forme que ça peut prendre, c'est, admettons qu'une entreprise signe un engagement pour s'inscrire sur une trajectoire en 2023. Cet engagement-là, on va bien prendre en compte le fait que ça a été signé, mais ça ne changera rien en 2023 à l'analyse qu'on aura eue de l'entreprise. Et donc, si sur les 10 dernières années, cette entreprise-là, elle n'a rien mis en place, par exemple, pour s'inscrire réellement sur une trajectoire, se décarboner, changer de business model, changer son exposition aux énergies fossiles, etc., et que d'une année à l'autre, elle a pris un engagement, si les CAPEX de l'entreprise, par exemple, ne suivent pas cette année ou l'année prochaine, on ne va pas changer notre analyse de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est plus une information qualitative pour nous. On ne va pas prendre pour argent comptant quand l'entreprise aura signé dès l'année en AT0, disons. Et si c'est dans le passé, il faut que les engagements soient suivis d'actions concrètes et de résultats. Et ça revient à ton point, Emmanuel, de dire qu'il faut s'engager aussi avec les entreprises auxquelles vous investissez pour s'assurer en fait de la crédibilité de leur trajectoire et de le suivre de la durée, en fait, leur engagement. Et j'ajouterais, pardon Ambra, j'ajouterais aussi qu'au-delà de la crédibilité des engagements des entreprises, il y a la crédibilité des méthodologies qu'elles utilisent pour prendre ces engagements. Il y a des scénarios aujourd'hui qu'on peut juger plus ou moins crédibles, qui permettent d'atteindre la neutralité carbone. Au hasard, je prends le secteur de l'aviation et du transport aérien. Il y a certains scénarios qui permettent d'atteindre une neutralité carbone, mais qui peuvent potentiellement être contestés, disons. Et si ces entreprises basent leurs engagements sur ces scénarios-là, il faut aussi avoir un regard critique là-dessus. Et c'est là où on voit le large utilisation des crédits carbone, dont on a parlé très brièvement au début de notre webinaire. Mais effectivement, ça dépend beaucoup de secteurs qui sont intégrés dans les scénarios et dans les portefeuilles. Est-ce que quelqu'un d'autre veut
répondre à cette question, donc sur les challenges des crédibilités, des trajectoires net zéro? Non, bah, je vous propose une autre question pour clôturer notre webinaire. Donc, même 2 questions. Voilà, moi j'ai une question. C'est un échange très intéressant, mais pour donner un peu les mots de la fin en participant, donc quels sont les principaux critères de choix pour un établissement financier entre une méthodologie propriétaire d'alignement à l'accord de Paris, donc pour choisir voilà, la stratégie, les métriques, etc., et implémenter une méthodologie donc existante, donc par exemple la méthodologie d'Iceberg, voilà, l'approche d'un autre data provider, une autre agence de notation. Donc peut-être en fait les critères de choix. Donc, et moi j'aimerais bien avoir la réponse de au moins 2 d'entre vous. Donc évidemment Mirova parce que vous avez votre propre méthodologie, et puis la réponse de Iceberg, Greenscope ou Wifin par rapport à ce que vos clients recherchent quand ils s'adressent à vous pour avoir une méthodologie déjà entre guillemets existante. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Avec plaisir pour répondre après Mirova. Ok, alors je prends en 2 minutes la réponse. D'abord, j'aimerais juste préciser qu'on n'a pas une méthodologie qui est complètement propriétaire. Ça fait quelques années qu'on communique sur un alignement en température de nos portefeuilles, mais on travaille avec Carbon for Finance sur la question. Et on utilise la méthodologie la méthodologie de mesure d'alignement qu'on utilise, elle dérive de celle de Carbon for Finance à quelques petits détails près. Et donc, elle est maintenant adoptée par un peu plus d'acteurs sur le marché, et les caractéristiques à prendre en compte. Enfin, l'idée pour nous, déjà, ça demande énormément de travail de produire une méthodologie d'alignement. Et l'idée, c'est aussi que quand il en existe une qui fait du sens, elle soit partagée par un maximum d'acteurs. Quand il y a des méthodologies qui font du sens, qu'elles soient partagées par un maximum d'acteurs et qu'elles ne soient pas confinées à un acteur comme Mirova, par exemple, qui est relativement petit quand même, soyons honnêtes, dans le monde de la finance. L'idée, c'est plutôt que ces méthodologies-là, quand elles font du sens, elles soient adoptées par le plus grand nombre. Et donc, sortir de méthodologies qui sont développées en interne et pour lesquelles on pourrait être accusé de raconter ce qu'on veut finalement, puisque quand on développe sa propre méthodologie, pourquoi ne pas trouver les résultats qui nous arrangent? C'est évidemment pas ce qu'on essaie de faire, mais lorsqu'une méthodologie est développée par un fournisseur de données en externe, qu'elle est appuyée par un comité scientifique, elle a aussi plus de crédibilité. Et c'est important pour les acteurs du secteur financier. Bien sûr. Donc, Jean-Emmanuel. J'aurais envie de répondre ça dépend peut-être aussi à qui vous adressez. Si vous adressez par exemple à vos LPs, la question c'est peut-être de regarder ce qu'eux-mêmes utilisent, il y a plus de regarder, peut-être permettre d'éclairer le choix, c'est un exemple. L'autre chose, c'est dans quel cadre vous reportez, si vous êtes dans un cadre par exemple français, la loi antiterrorisme, on utilise des méthodologies françaises, on a par exemple celle de l'ADEME avec ACT. Et enfin, il y a aussi peut-être d'autres angles pour répondre à cette question qui sont quels sont les moyens que vous voulez du coup attribuer à ce travail. Si vous êtes en moyens limités, eh bien peut-être où vous êtes, je dirais, sur une initiation du coup de ce travail, eh bien peut-être des méthodologies publiques. Et puis si vous êtes sur quelque chose de plus avancé, eh bien certainement, comme le propose Mirova, quelque chose de plus sur mesure, ça peut être intéressant. Mais je pense que tout d'abord, ça dépend de votre projet, de où est-ce que vous en êtes et de ce que vous souhaitez du coup réaliser. Et en tout cas, on sera ravis de vous accompagner les uns les autres sur du coup comment choisir au mieux la bonne méthodologie pour vous. Pour rebondir aussi sur ce que disent mes collègues, effectivement, ça va dépendre du niveau de moyens et de maîtrise que vous souhaitez avoir sur la donnée et des ressources que vous êtes prêts à mobiliser. En fait, utiliser une méthode propriétaire ne va pas dire qu'on ne va pas utiliser une partie ou des données de méthodos existantes. Donc, après, le point positif de faire quelque chose en interne, c'est l'idée de se réapproprier les données des méthodologies, d'être en capacité de pouvoir faire un rétrocontrôle, comme ce qui est demandé par les régulateurs, de pouvoir challenger les résultats.
de ne pas aussi dépendre à des changements méthodologiques qui peuvent arriver de la part de méthodos externes. Et aussi un point également important, on en a parlé rapidement, mais c'est vraiment la responsabilité des engagements de l'investisseur. Donc, lorsqu'on s'engage sur une trajectoire net zéro, sur un plan de réduction, de pouvoir être en capacité aussi de le justifier. Et lorsqu'on a développé en interne, ou on s'est réapproprié avec un outil en interne et savoir aussi déconstruire la partie méthodologique et de savoir quel type de données on a utilisé, on est plus en capacité de pouvoir y répondre, être transparent et d'être un investisseur pour le coup engagé. De l'adapter aussi parce que les ambitions peuvent changer et on a déjà parlé du fait de s'inscrire dans une trajectoire groupe souvent. Donc voilà, les groupes peuvent avoir une trajectoire, mais la trajectoire peut changer et au sein du même groupe, les entités peuvent devoir s'ajuster de manière différente pour s'inscrire. Donc c'est intéressant de pouvoir être assez flexible et agile. Oui. Je voulais juste rebondir aussi rapidement du point de vue du data provider. Pour nous, le fait de passer par un data provider, on a une certaine comparabilité. Ça, c'est très important, surtout pour les asset owners. Une homogénéité aussi dans la méthodologie utilisée. Forcément, une transparence sur la méthodologie et les données qui ont été utilisées. Une indépendance, bien sûr, ça avait été remonté. Et une conformité aux différentes réglementations qui continuent en plus d'être maintenues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit même des gros acteurs qui avaient des équipes en interne et qui cherchent à réexternaliser une partie de leurs compétences maintenant que des acteurs comme Iceberg Data Lab sont assez matures sur les méthodologies d'alignement de degrés. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Je vérifie si nous avons d'autres questions avant de clôturer ce webinaire. Donc, une toute petite question sur le non-coté pour Greenscope, pour les coûts. Et donc, quels sont les enjeux pour évaluer des scénarios pour les entreprises non-cotées, donc aussi pour les private equity, j'imagine, Jean-Emmanuel. Donc, quels sont les enjeux propres aux non-cotés? Voilà, je pense que vous êtes des spécialistes en matière. Donc, Pour le non-coté, vos enjeux sont d'abord définis par, j'espère bien comprendre la question, mais vos enjeux vont d'abord être définis par les éléments du coup réglementaires. Donc, vous êtes soumis à l'article 29 de la loi de la LEC. Du coup, à partir du moment où il y a 500 millions d'encours d'AUM, du coup, au niveau de la société de gestion. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a du coup des éléments de publication à effectuer. Et pour ceux qui ne sont pas soumis à ce seuil, eh bien, il va y avoir un autre intérêt, c'est celui d'être dans les pratiques de marché. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, en tout cas, de sociétés de gestion qui travaillent sur, du coup, sur le fait d'être en capacité de publier un alignement aux accords de Paris. Et c'est ce que nous, en tout cas, on recommande avec Greenscope. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Oui, c'était... Donc, merci à tous. Je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose autour de la table. Sinon, j'ai une petite chose à rajouter, c'est surtout sur la compensation. Il faut vraiment faire attention aux dommages collatéraux. C'est-à-dire que des effets qu'on peut avoir qu'on va chercher à avoir sur la compensation sur la partie carbone peuvent avoir des effets très néfastes sur la biodiversité et qui sont chez nous mesurés par la Corporate Biodiversity Footprint. Je pense à la reforestation notamment qui peut avoir finalement un impact plus négatif que ce qu'on peut penser sur la biodiversité. Et bien, petit teasing pour peut-être un prochain webinaire table ronde sur les carbon certificates et carbon offset pour parler de ça plus dans les détails. Merci à tous, bonne journée et on espère que voilà, cet webinaire a été utile pour tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne journée à toutes et tous. Au revoir.